Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'entretien de France 24. Mon invité aujourd'hui est un ancien agent du KGB, issu de la même promotion que Vladimir Poutine. Il a opéré au sein du service le plus secret du renseignement soviétique, celui des illégaux, notamment pour infiltrer l'école des élites françaises, l'ENA. Bonjour Sergueï Djirnov. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, tout d'abord, comment avez-vous été recruté? Si je ne me trompe pas, c'est grâce à votre amour pour la langue de Molière? Absolument, absolument. Je suis rentré dans l'université qui s'appelle l'UMGIMO. C'est une école qui est basée sur l'autorité du ministère des Affaires étrangères, donc qui forme les cadres pour partir à l'étranger. Bien évidemment, les langues étrangères sont les premières matières à étudier et on m'a donné à apprendre le français. Au début, j'étais un peu surpris parce que j'apprenais l'anglais à l'école. Mais après, je suis devenu assez rapidement francophile. J'avais des professeurs qui étaient extraordinaires. On avait des programmes qui nous permettaient de faire beaucoup de choses, au minimum 2 heures par jour, 6 fois par semaine. Donc, même si vous n'avez pas des capacités fortes linguistiques, vous apprenez très vite. Et au bout de 3 ans, donc en fait, on apprenait beaucoup les langues et on nous a interdisé d'avoir des contacts avec les étrangers. Première catastrophe pendant les Jeux Olympiques en 1980. Donc je suis dans les renseignements téléphoniques. Il y a un Français qui m'appelle. Bizarrement, avant, on n'avait pas de coup de téléphone. Il m'appelle. On bavarde pendant 3 heures. Au bout de ces 3 heures, je suis convoqué à la Lubyanka. Et la personne qui m'interviewe, qui m'interroge à la Lubyanka suite à cet appel, s'appelle capitaine Vladimir Poutine, qui était venu à Moscou pour renforcer les effectifs pendant les Jeux Olympiques et qui m'a mené à un interrogatoire à la stalinienne. Donc justement, votre premier interrogatoire par le KGB en 1980, il a été mené par un agent qui est depuis devenu très connu, qui s'appelait à l'époque Vladimir Platov. Vladimir Platov, c'est après. Parce qu'en fait, 4 ans après, on est rentré dans l'Institut Andropov, donc l'école qui forme les espions. Et moi, je suis rentré après une année de passage au ministère de Commerce extérieur. Et Vladimir Platov, donc c'était toujours le même Vladimir Poutine, sauf qu'il était déjà commandant à cette époque, parce qu'il était déjà 9 ans au KGB. Donc il a été envoyé de Leningrad pour suivre la formation. Donc on est rentré la même année. Après, moi j'ai fait la faculté de 3 ans, lui la faculté d'1 an. Il a raté complètement sa carrière. On va y revenir, mais justement, vous faisiez partie de la même promotion que Vladimir Poutine. Est-ce que c'était un bon élève? Il était un élève moyen, il faisait ce qu'on lui demandait de faire, mais il n'était pas super brillant. Après, on a fait un super espion. Il y a certains qui ont dit, voilà, Poutine, c'est quelqu'un qui était dans l'espionnage. En fait, il a raté sa carrière. Et surtout qu'il a raté sa formation à l'Institut Andropov. Donc, en fait, au milieu de la scolarité, il est retourné à Leningrad et s'est battu. Ça a fini au commissariat. On lui a cassé les bras, s'est remonté à Moscou. Et on ne l'a pas gardé au QG de service d'espionnage, ça veut dire à Yasenevo. On l'a renvoyé à Leningrad. Et puis, grâce à un piston d'un général qui était avant le directeur du service du KGB sur Leningrad, on l'a fait voyager en Allemagne socialiste, la RDA, et c'est là où il a fait un tout petit peu de service, 4 ans de service, mais dans une toute petite unité, et d'ailleurs placardé Stasi partout, donc de toute façon il était grillé. Vous racontez d'ailleurs dans le livre KGB DGSE que vous venez de signer avec un ancien officier traitant de la DGSE, François Varou, que l'actuel homme fort de la Russie a fabriqué sa propre légende autour de son passé au sein du KGB. En fait, il a eu un parcours assez médiocre, il n'occupait que des postes provinciaux. Tout à fait. Il était dans les postes provinciaux à Leningrad, sauf le passage pendant les JO où il a passé quelques mois à Moscou. Et après, même quand il était envoyé en RDA, vous avez par exemple le poste qui est très important à Berlin, puisque à Berlin-Ouest, et c'est un des lieux forts de l'espionnage. Mais lui, il a été envoyé à Dresde, donc c'était une petite unité de 5 personnes. Ils étaient connus de toute la ville, ils étaient placardés, donc de toute façon, ils n'avaient aucune envergure ni aucun avenir par rapport à ça. Et quand il est retourné en 90 à Leningrad, on l'a placé officier traitant de recrutement à l'université de Leningrad. Mais il a eu la chance de sa vie. Ça veut dire qu'il avait un ancien prof de droit dans sa université de Leningrad qui était Sobchak, qui est devenu le maire de la ville et qui l'a pris comme conseiller.
et boum, il a été lancé. Et le truc aussi, c'est que Poutine... J'allais vous demander pour avancer, qu'est-ce qui a changé au niveau des renseignements secrets russes depuis l'arrivée à la présidence de Vladimir Poutine? Il a envoyé un signal comme quoi l'Union soviétique est de retour. Mais l'Union soviétique en mieux, parce que la Russie, quand Poutine arrive au pouvoir, il y a la flambée des prix de pétrole, donc du coup, il a les moyens. Il va mettre ses moyens, d'abord, non pas dans la reconstruction du pays, mais dans tout ce qui est armée, forces spéciales, police politique, etc. Ce qui fait que les forces d'espionnage russes, moi je considère... donc la Russie représente la moitié de l'Union soviétique, en gros. Dans mon quartier de Yasenevo, par exemple, depuis l'arrivée de Poutine, on a construit 2 fois plus de bâtiments opérationnels qu'à mon époque. Ça veut dire qu'en fait, le niveau d'espionnage de Poutine a progressé de 4 fois. C'est pour vous donner l'idée. Et on l'a vu dans l'actualité récente, la République tchèque a expulsé 18 diplomates russes identifiés comme membres des services de renseignement de Moscou, des agents accusés d'être impliqués notamment dans l'explosion d'un dépôt de munitions en 2014. Parmi eux, 2 d'entre eux qui utilisent les noms d'emprunt, Alexandre Petrov et Ruslan Bochirov, avaient déjà été mis en cause dans l'assassinat au Royaume-Uni de l'ex-agent double Sergei Skripal au Novichok. Est-ce que les services de renseignement russes agissent de manière beaucoup plus agressive aujourd'hui? Tout à fait. D'abord, ça a augmenté en nombre. Donc, s'il y a 2 fois plus de bâtiments déjà au SVR, c'est qu'il y a 2 fois plus d'agents qui travaillent. Donc, à mon époque, c'était entre 8 000 et 10 000. Donc, on peut estimer qu'actuellement, le SVR, c'est entre 15 000 et 20 000. Et le groupe, pareil. Ça veut dire qu'on arrive à des chiffres de 40 000. DGSE, pour vous donner l'exemple, c'est 5 000 personnes. Donc, déjà, c'est 8 fois plus qu'en France, des DGSE. Même si on ajoute la DGSI. Donc, il y a ça. Et puis, il y a les méthodes qui ont changé. Ça veut dire que les services russes actuels se permettent déjà faire des choses que même le KGB, tout puissant et qu'on appelait dégueulasse, enfin abominable, ne se permettait pas. Ça veut dire que le KGB n'a jamais entré directement dans l'élection présidentielle aux États-Unis, à 2 reprises, n'est jamais rentré dans l'élection présidentielle en France, etc., etc. Et les 2 agents dont on parlait, qu'on voit à l'image, appartiennent à l'unité 29 155, une branche du GRU, le service militaire de renseignement russe. Qu'est-ce que vous savez sur ce service très particulier qui est aussi accusé d'avoir encouragé, par exemple, des militants à tuer des militaires en Afghanistan ou à mener d'autres opérations de déstabilisation en Europe? Disons qu'en Russie, on a historiquement 2 services de renseignement. Il y a un service renseignement qu'on appelle plutôt politique, donc c'est rattaché au KGB. Et il y a le service de renseignement extérieur militaire qui est rattaché à l'armée, donc l'état-major de l'armée. Le GRU, c'est le bras armé de l'état-major de l'armée. Donc du coup, il y a une spécificité, ça veut dire qu'ils font la même chose que le KGB, mais avec un penchant pour les questions militaires. Le renseignement qui les intéresse au plus haut point, c'est les stratégies militaires, c'est la géopolitique, c'est la géostratégie, c'est la composition des unités militaires, c'est les doctrines militaires, c'est le matériel militaire, etc. Et ils ont aussi les méthodes un peu plus musclées que le service entre guillemets civil qui est du KGB, donc qui correspond actuellement au SVR, le service de renseignement extérieur de la Fédération de Russie. Après, si on a une source qui peut nous donner des informations politiques ou économiques, on prend. Mais chacun sa spécificité. Donc du coup, comme c'est l'armée, ils ont des méthodes un peu plus musclées. Et donc, Poutine les utilise plus. Et il y a autre chose. Ça, c'est un petit clin d'œil, parce que justement, on a commencé à parler de la carrière ratée, entre guillemets, de Poutine chez le KGB. Et quand il est devenu président, il ne voulait pas faire progresser le service qui n'a pas voulu de lui du temps de KGB. Donc, il a mis pendant les 10 premières années de son règne, il a mis tous les moyens dans le GRU. Donc du coup, ils se sont tout permis, voilà, et donc maintenant ils vont partout. Après, ils jouent un tout petit peu sur la faiblesse de l'Occident. Ça veut dire que l'Occident est tellement perturbé par la lutte contre le terrorisme international qu'il reste très peu de moyens, finalement, en Occident, parce que les moyens sont contrôlés, parce qu'il y a les cours de compte, parce qu'il y a les électeurs, parce qu'il y a le service démocratique. Et donc, du coup, l'espionnage russe, non seulement il agit plus
plus activement, mais face à lui, en fait, il y a moins de répondants que du temps de l'Union soviétique. Et c'est ça le problème. Revenons sur votre parcours personnel. En 1991, vous avez pour mission d'infiltrer la plus prestigieuse grande école française qui forme l'élite politique et économique du pays, l'ENA. Comment est-ce que vous y êtes pris ? C'est mon invention. C'est que j'étais sur le terrain. Je travaillais pour la direction Ouest, la direction des illégaux, des clandestins. Et il me poussait. Je faisais beaucoup de choses à Moscou, mais il me disait attends, nous on est un service d'espionnage, donc il faut aller à l'extérieur. Donc voilà, il me poussait vers l'extérieur. Donc je suis arrivé à Paris. J'avais pour la couverture la vraie émission sur la télévision centrale de Russie. J'étais animateur et producteur à cette époque-là. Donc toutes les semaines, vous me voyez à l'écran devant 300. Voilà, parfaite. Et je crois que votre terrain de prédilection à l'époque, c'était les soirées arrosées des étudiants de l'ENA. Ça, c'était après. Donc là, d'abord, c'était quand vous étiez présentateur. D'ailleurs, ça, vous savez, c'était tourné sur France 3 à Lyon le jour du putsch du KGB contre Gorbatchev. C'est ce jour-là que je suis arrivé, c'était un mardi, je crois que c'était 20 août 1991. 2 semaines avant la scolarité, le commencement de la scolarité de l'ENA. En fait, je suis venu à Paris et j'ai proposé aux institutions françaises de faire le reportage sur les institutions. Et comme ça, je suis arrivé à l'ENA, je leur ai parlé de mon émission, et à la fin de cet entretien, ils me disent, mais vous savez, cette année, grâce à la politique de Perestroïka de Gorbatchev, en fait, on reçoit un élève soviétique et vous pouvez faire partie. Comme ça, et donc, ils m'ont proposé. Ont eux-mêmes en plus payé votre formation. Non, Français ils m'ont a payé votre proposé formation. Et ils m'ont payé ça. Et quand j'ai raconté ça à mes généraux, mais ils étaient ravis. Ravi. Et donc, je le disais, vous cherchiez vos renseignements lors de soirées alcoolisées ? Pas forcément. Enfin, c'est bien évidemment, on utilisait, ça c'est la première fête à l'ENA. Donc ça c'est Mathias, mon collègue allemand. Donc déjà, je faisais les fiches sur l'école, sur les professeurs, sur les élèves. Et puis après, on utilisait toutes les soirées arrosées, sachant que par exemple, la fille qui est au bout, c'est Karine Kneißl, qui est devenue ministre des Affaires étrangères de l'Autriche. Et comme à cette époque-là, j'ai rempli la fiche, elle adorait la valse, Poutine, quand elle était devenue ministre, au mois d'août, au mois de septembre 2018, est venue en Autriche à son mariage pour danser la valse avec elle. Donc mes fiches ont servi quand même. Et très rapidement, pour finir, vous êtes actuellement réfugié en France. Est-ce que vous prenez des précautions aujourd'hui ? Est-ce que vous avez des craintes ? Et est-ce que vous buvez votre thé tranquillement ? Chez vous, oui, il n'y a aucun problème. Je bois mon thé. Je sais qu'il n'y a pas de polonium là-dedans. En revanche, bien évidemment, je prends les précautions, mais je ne suis pas paranoïaque jusqu'à la mort. Et puis le truc aussi, c'est que dans le métier de l'ombre, qui est l'ancien métier de l'ombre qui est le mien, ma principale protection, c'est la lumière. Donc c'est grâce à vous que je suis protégé, parce que si jamais il m'arrivait quelque chose, vous allez ressortir tous les rushs qu'on a tournés dans toutes les rédactions, et là, ça va faire mal. C'est pour ça que vous prenez la parole aujourd'hui. Merci beaucoup Sergueï Djirnov d'avoir été avec nous. Merci, et merci à vous de nous avoir suivis. Restez sur France 24, l'information continue.